Culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb. Mercedes Volé, fou du Caire. Mercedes Volé, vous comptez-vous parmi les fous du Caire? Peut-être. En tout cas, j'en ai connu beaucoup, je pense. Et peut-être, oui, probablement. Folle du Caire. Ces fous du Caire, c'est le titre de votre dernier livre, avec comme sous-titre Excentriques architectes et amateurs d'art en Égypte. La date est très circonscrite, très précise, quasiment un demi-siècle, 1867-1914. C'est paru chez un éditeur étonnant parce qu'il fait parfois de très beaux livres. Nous avons consacré il y a un an une émission sur Bagdad Art déco. Nous avons reçu Cécilia Pierry qui était l'auteur de ce magnifique livre sur les vestiges architecturaux de cette époque de l'entre-deux-guerres au XXe siècle, cette fois à Bagdad. Et là, donc, l'Archange Minotaure nous propose un très beau livre avec de magnifiques illustrations, un album, mais un album pas avec un texte de complaisance ou un texte insignifiant, un vrai texte lourd de sens, chargé, historique, comme peut en être capable Mercedes Volé, qui connaît si bien cette période, qui connaît si bien ces fous du Caire. C'est aussi peut-être un hommage rendu à cette espèce de dilettantisme qui, pour moi, est quand même chargé de savoir. En général, quand on s'intéresse à la connaissance des monuments du Caire, on s'intéresse peut-être à une activité savante. Moi, j'ai voulu aller un peu dans les couloirs ou dans les contre-allées de la République des Lettres et sortir d'un relatif anonymat tous ces gens qui ont dédié leur vie à essayer de représenter, de comprendre les monuments du Caire. Tout probablement la couverture, la jaquette illustrée qui nous montre un tableau avec d'ailleurs ses craquelures, un tableau de l'époque. Deux de ces amateurs, deux de ces fous, ils en ont toute l'allure d'ailleurs, un dandy, dilettante en effet, dans un décor d'Orient, absolument d'Orient, dans une espèce d'iwan, ce qu'on appelle un iwan intégré à un intérieur, cette fois-ci, pas vers l'extérieur, c'est-à-dire cette voûte ogivale brisée, très haute et prolongée d'un espace. L'espace est ici petit, intégré dans une architecture de maison avec une verrière qui donne sur un jardin où les palmes apparaissent comme il se doit sur les bords du Nil, et tout cela face à une almée. Oui, qui montre sa poitrine dénudée à ces deux messieurs qui donc appréciaient ce genre de spectacle. Ce qui est très étonnant, enfin, il y a plein de choses étonnantes. Le tableau est de qui déjà? Voilà, de quelle alors époque? Gunnar, Voilà. 1883, Gunnar Berntsson, un peintre finlandais d'origine suédoise. Et pour ce peintre, ce tableau est un peu comme l'origine du monde de Courbet, à savoir qu'il n'était pas destiné à être montré en public. Et en fait, il n'est connu que depuis quelques années. Et donc, c'était un hommage de Gunnar Berntsson à son hôte au Caire, le baron Delors de Gléon, qu'on voit donc mollement assis sur son canapé. Lui, et en fait, on est chez lui. Et c'est ça qui est assez amusant. tout à fait. Il y a eu d'ailleurs, par exemple, une discussion chez les historiens de l'art finlandais qui se demandaient si c'était une vraie maison ou un imaginaire. C'est une vraie maison. Il y en a encore les vestiges, vous l'avez visitée? Elle existe? Oui, elle existe. Elle est où exactement? Elle est rue Shawarbi, Oui. au Caire, en plein centre-ville. Évidemment, elle ne ressemble... Parmi les quelques rares villas rescapées, alors? Rescapée, si on veut, parce qu'en fait, elle est complètement entourée de boutiques, donc on la voit quasiment pas depuis la rue. Et à l'intérieur, c'est un showroom pour une entreprise qui, je ne sais plus très bien ce qu'ils vendent, mais enfin, donc il y a des cartons de haut en bas et on voit de temps en temps des inscriptions, et donc des inscriptions en arabe, puisque... vous n'avez pas eu droit à ces fameux très beaux vitraux? Si, les vitraux, on peut les voir, même les voir de la rue. C'est la seule chose qu'on peut voir de la rue. Et l'énorme lustre est là? Non, l'énorme lustre n'est plus là. Il doit être quelque part dans le monde, n'est-ce pas? Quelque part. Et oui, et en plus, le lambris de mosaïque, puisqu'il y avait un très très beau lambris de mosaïque à l'imitation de ce qu'on pouvait trouver dans les mosquées du Caire ou même dans certains palais. Ce lambris de mosaïque, moi je l'ai vu, de mes yeux vus. On m'a même proposé de l'acheter
acheter, j'avais pas les moyens. Et donc, il est parti dans probablement une résidence, soit en Égypte, soit dans le Golfe, puisque, effectivement, il y a un fort goût pour ce type de remploi. Voilà, absolument, de décor. Et c'est vraiment, je trouve, il y a plein de choses intéressantes à propos de ce tableau, mais il dément un peu l'analyse classique de la peinture orientaliste, comme quoi la peinture orientaliste ne représente que des orientaux, évidemment, dans le regard, des occidentaux. Et là, il y a des occidentaux qui sont dans le tableau, et donc c'est un commentaire aussi, donc un peu sur ce. C'est tout à fait étonnant, tout à fait étonnant. Et alors, ce qui explique la présence de Gunnar Berntsson au Caire, et en particulier chez Delors de Gléon, c'est que Delors de Gléon avait décidé de faire une espèce de villa Médicis au Caire. Donc, en fait, dans un des bâtiments de sa propriété, qui était un ancien salamlik, il avait installé. C'est quoi un salamlik? Un salamlik, c'est un pavillon de réception. Voilà, c'est un pavillon de réception pour les hôtes extérieurs à la maison. Ceux à qui il dit bonjour, voilà, le lieu où on accueille les gens avec un salut. Différent du haramlik, qui était la partie plus privée de la maison et donc plutôt les quartiers d'habitation de la famille. Donc ce salamlik, en fait, est assez rapidement devenu un atelier pour des peintres. Donc je commence tout juste à identifier les peintres qui sont passés par cet atelier. Et donc Delors de Gléon, pour son bon plaisir, leur offrait un atelier puis des modèles. Il est possible que cet Almé soit un des modèles de ces peintres. De Gléon vient d'où? Il s'est installé quand au Caire? Pourquoi cette décision? Fait-il partie des Saint-Simoniens ou c'est un tout autre parcours, un autre monde? Je pense que c'est un parcours un peu différent. C'est un ingénieur des mines, mais c'est surtout le neveu d'un monsieur très riche, Charles-Antoine Cordier, qui est un peu Ils sont de quelle région, de quel pays exactement? C'est des Parisiens. On ne connaît pas grand-chose, on n'a pas retrouvé la famille. Il n'y a pas de trace la trace de la famille se perd quelque part dans les années 30. Delors de Gléon n'a pas eu de postérité, comme d'ailleurs beaucoup de ces fous du Caire, ce qui pose aussi des questions, mais voilà, ça restera des questions. Donc Delors de Gléon est venu en 1868 à la demande de son oncle pour s'occuper de différents négoces, et en particulier de l'adduction d'eau du centre-ville du Caire. Et puis il y a rapidement fait beaucoup d'affaires. Des affaires très importantes, et l'essentiel des gains de ces affaires était mis à construire, puisqu'il a construit 2 maisons au Caire, pas seulement celle qui figure dans la couverture, une autre aussi, et puis à acheter des objets. Qui en fut l'architecte? Ambroise Baudry, donc c'est le fameux. Il a bien sévi. Oui, il a bien sévi. Et à l'intérieur de la maison, ça c'est rigolo de voir comment ces gens s'identifiaient à un certain type de manière de faire de l'architecture. À l'intérieur de la maison, on peut la voir toujours aujourd'hui entre les cartons. On voit cette maison a été construite. Enfin, ce lieu béni, donc Hazihi el Makan el Mubarak, a été construit pour le baron Delors de Gléon par Ambroise Baudry en stèle calligraphiée, comme il se doit. Absolument, avec les palmettes et les fleurons et tout ça. C'est assez extraordinaire. C'est curieux. Et là, ce qui est très beau, c'est cette espèce de vide qui est laissé entre le tambourinaire noir, qui est à peine, qui est laissé dans la pénombre, je dirais, dans le coin, et elle, la danseuse sur l'autre bord, et il y a un très beau vide au milieu. C'est conçu et construit autour du vide central. Absolument, et c'est la lumière qui se reflète et qui vient du jardin, et les 2 hommes sont un petit peu dans la pénombre aussi. Oui, incontestablement, c'est quand même elle qui est la figure. Mercedes Vollet, votre passion est beaucoup plus l'architecture que la peinture. C'est d'architecture et de décor et d'ornement que vous avez la passion, et c'est là où vous menez enquête et vous nous découvrez certains trésors. Et là, c'est de l'architecture peinte, c'est de la peinture dont notamment un des sujets est l'architecture. Et c'est étonnant que vous ayez trouvé l'original sous-employé, désemployé, aboli, dont l'origine est abolie. C'est très très curieux de se trouver avec des vestiges qui ont 150 ans d'âge, mais qui ont déjà statut d'objet archéologique. C'est comme si vous étiez un archéologue de l'antique. Oui, c'est vrai.
c'est vrai que quand on travaille sur l'Égypte moderne, ça paraît aujourd'hui déjà en Égypte très loin, parce que le Caire est une ville qui se renouvelle en permanence. Hein. C'est vrai que ces maisons du centre-ville du Caire qui ont été toutes construites vers les années 1870, 30 ans plus tard, hein, donc au début du siècle, 1900, enfin au début du XXe siècle, en 1900, il n'y en avait déjà quasiment plus de traces, parce qu'il y avait des immeubles qui avaient pris la place. Et puis dans les années 30, il y a de nouveau une nouvelle génération d'immeubles. Donc c'est une ville en mutation perpétuelle. Une des choses que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que l'architecture, c'est pas seulement des façades, puisque en général, c'est quand même que les façades qu'on regarde, mais c'est aussi des intérieurs. Et je trouve que dans ces intérieurs, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, l'Orient intime, disons. Ou l'orientalisme intime ou l'orientalisme domestique, comme on pourrait dire. On est très impressionné lorsqu'on visite le Caire de voir de si belles choses, mais comment tous les étages historiques de ce qu'on voit en bâti semblent investis par la notion de ruine. Et je pensais que c'était dû à la négligence quand j'avais visité ça pour la première fois en 1975, ma première visite au Caire. Et j'étais très surpris en lisant Le Voyage en Orient de Nerval, que Nerval disait très exactement, lorsqu'il avait visité le Caire, la même chose. Exactement. C'est une ville où, dans la splendeur même, loge la ruine. Mais c'est aussi une espèce de digestion permanente ou d'appropriation permanente des lieux. Il y a je sais pas, je veux dire, c'est la ruine, mais c'est en même temps, on a bâti quelque chose sur la ruine, et puis on a remis quelque chose dessus, et puis encore autre chose dessus, et puis, vous voyez, c'est comme si le présent dévorait le passé en permanence. Il y a aussi cette dimension de la vie, de la vitalité d'aujourd'hui. Ces fous du Caire, hein, vos fous du Caire du 19e siècle, de la période que nous avons évoquée et qui est présente en la temporalité immensément précise jusque sur la jaquette de votre livre Mercedes Volé 1867-1914, semblait vivre aussi, en tous les cas vous le dites dans votre texte, la nécessité d'inventer en urgence la notion du patrimonial. En arrivant au Caire, ils ont découvert des choses probablement auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc une partie de leur passion, ça a été d'écrire, de dessiner ces monuments du Caire, mais aussi effectivement d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent être restaurés, préservés, conservés. Oui, il y a cette double dimension, effectivement, mais qui, d'une certaine manière, cette passion de la conservation anime tous les antiquaires, entre guillemets. Ils aiment le passé, donc ils veulent que le passé puisse continuer à exister. Ce que j'ai voulu dire en commençant par 1867, donc 1867, c'est quelques années après Suez. Le percement de Suez. Enfin, le canal est inauguré en 69, mais le percement a commencé en 59. 67, ce qui est important, c'est l'Égypte qui se met en scène aux yeux du monde. Hein. C'est cette présence massive et importante à Paris. C'est un des pavillons, disons, des pays d'Orient qui est le plus important même que celui de la Turquie, qui fait pâle figure à côté. C'est vraiment une très très grosse représentation de l'Égypte. Et c'est l'Égypte qui se met en scène aux yeux de l'univers, aux yeux de l'Occident, et qui décide de sa manière de se montrer. Et donc il y a cette énorme, donc plusieurs pavillons, à la fois donc une reconstitution d'un temple égyptien, ce Salamlik, de nouveau le pavillon du vice-roi, et puis une auquel, donc un caravansérail de Haute-Égypte, oui. Voilà, caravansérail de Haute-Égypte, et dans tous ces bâtiments, il y a des objets anciens qui sont présentés, donc en particulier par un architecte égyptien qui s'intéressait beaucoup à tout ça. Et donc beaucoup de Français découvrent l'Égypte et les monuments arabes et l'art arabe à cette occasion-là. Et je pense que c'est vraiment un moment très fort. Enfin, on dit, tous les journaux disent que c'est ce qui a le plus ébloui les gens en 67, c'est cette arrivée en force de l'Égypte. Qui va être une tradition, parce qu'on va la retrouver dans une autre exposition à Paris, universelle, un peu plus tard, celle où la Tour Eiffel était là. Absolument, la rue du Caire. On a carrément reconstitué une rue, et un peu plus tard, à Chicago, on en a parlé dans une émission antérieure, Mercedes Volé,
où il y avait aussi cette Oui, oui. même intention et qu'on peuplait, c'est-à-dire c'était une rue pas seulement architecturale ou patrimoniale, mais aussi anthropologique, animée anthropologiquement. Absolument. Et Oui, alors oui. là, ce qui m'a surpris dans la coupole du Selamlik égyptien à l'exposition universelle de 1867, dessiné par Henri Laurent, c'est un architecte français qui Non, a... non, ça Non, c'est le photographe, le hein. Ça, photographe. c'est le Ah oui. photographe. Et qui en était l'architecte C'est un alors? architecte français qui avait été sollicité. Enfin, c'est un architecte. Il y avait enfin, il y avait plusieurs architectes en fait, hein, mais celui qui avait été sollicité, pour le coup, n'avait pas été en Égypte, d'où donc D'où la référence à Cordoue, voilà, quoi, hein. que À vous connaissez mieux que moi. une des coupoles de Oui, oui. Cordoue qui est reprise, le modèle des coupoles, des variables de coupoles, des coupoles à Saint-Lorenzo beaucoup plus tard que Cordoue, puisque ce sont des coupoles qui ont été conçues et bâties au Xe siècle sur le bord du Guadalquivir et qu'on va retrouver donc à Turin au Hmm. XVIIe siècle avec Guarino Guarini, un des très grands du baroque septentrional italien. Alors, il y a un peu un mystère. Il y aurait quelque chose à creuser de ce côté-là, puisque quelques années auparavant, le Khedive Ismaïl, donc le vice-roi, le souverain égyptien, avait fait construire un salamlik au Caire, cette fois-ci, aussi dans un style de type Alhambra, enfin de type Hispano-mauresque, oui. faisant référence, oui, de style hispano-mauresque. Et il faudrait se demander, enfin bon, on a que des hypothèses, on ne connaît pas bien enfin, on ne connaît pas toute l'histoire de ce choix stylistique. Une des hypothèses, c'est que c'est lié à l'impératrice Eugénie, puisque d'une certaine manière, partout où elle passait, y compris à Istanbul, on lui faisait des bâtiments néo-mauresques. Alors, est-ce que là, est-ce que c'est l'Égypte qui se met en scène en référence à l'Espagne, enfin oui, à l'Andalousie musulmane? Est-ce que voilà, ou est-ce que c'est, je veux dire, une manière de dire nous partageons avec vous certaines choses? Je ne sais, voilà, il y a un petit mystère là, mais Et c'est un donc, beau mystère. le patrimonial est une notion qui a habité profondément la conscience post-napoléonienne. Ça vient un peu de Napoléon, de l'État moderne, de la conscience qu'on appartient à l'État moderne, que du neuf est en train de se produire et que face à ce neuf, bien des choses se détruisent et que donc il y a nécessité de préserver. Et les visiteurs européens et particulièrement français du Caire ont eu l'impression que le territoire du patrimonial s'est élargi parce qu'ils ont perçu ce qu'ils voyaient menaçant ruine au Caire comme quelque chose qui leur appartenait en propre, qui appartenait à... il y avait une conscience patrimoniale totalement transnationale. C'est étonnant, ça. Oui, mais parce que peut-être que quand même dans la conscience patrimoniale, il y a eu toujours cette double dimension. Du côté des institutionnels, effectivement, le rapport à la nation, je dirais donc au bien commun, et voilà. Et puis du côté des esthètes et peut-être Des dilettantes. voilà, des Voilà. dilettantes. C'est le beau Voilà. qui est premier. Oui, oui, je pense. En tout cas, je n'ai dans les textes que j'ai pu voir. Je ne vois pas tellement d'élaboration nationale. C'est pas tellement le problème. Je crois qu'ils sont bluffés par la ville et la ville est bluffante. Je veux Ouais. dire, elle est bluffante aujourd'hui et on peut Ouais. imaginer qu'elle était encore plus bluffante peut-être dans les années 1860 et même certains architectes qui n'ont pas forcément, disons, vraiment écrit des choses sur cette ville et tout. Ils ont quand même laissé des vues des rues du Caire, de la nuit. Enfin, je veux dire, bon, on voit bien qu'il y a, là, il y a quelque chose qui les fascine absolument. Et puis là, il y avait un vrai marché sur place, des échoppes qui regorgent d'objets et donc un commerce, l'esprit de collection, la circulation des objets. Vous montrez une très très belle photo de l'époque d'un des grands antiquaires de Khan Khalil et Asadullah Ah oui, Irani. oui, oui, il me plaît beaucoup celui-là. Mais oui, le marchand, et d'ailleurs il apparaît aussi dans la peinture orientaliste de l'époque, le marchand est un personnage, enfin il y a le dilettante, l'antiquaire, mais il y a aussi le marchand, et effectivement le marchand est un personnage central aussi, puisque c'est lui qui fait circuler, c'est par lui que circulent
les objets, et on a des témoignages comme ça, même assez anciens, dès les années 1850, des ancêtres de ceux qui crient aujourd'hui Robabek dans la rue, et donc qui récupèrent des objets et qui en proposent à la vente, à la criée, puisqu'au départ C'est ça curieux, se faisait à la d'ailleurs, criée. pourquoi ce vocable italien adopté par l'Égyptien, le même qu'on trouve en tunisien, robabek, Un Robabek, hein, vieille robe pour récupérer. je sais pas, la plupart, enfin en tout cas en arabe égyptien, la plupart du vocabulaire dialectal concernant les habits vient de l'italien. Donc est-ce que les tailleurs étaient italiens? Est-ce que, enfin voilà, en tout Il y cas, avait une oui. présence italienne Oui, forte, oui, oui, bien sûr. et Oui, en oui. Alexandrie Oui, et au oui, et Caire, au Caire, oui, oui, absolument. oui. Et donc, voilà, le vocabulaire de l'habillement est italien, dans Robabek. Peut-être qu'ils étaient, ces récupérateurs, ces brocanteurs étaient italiens, mais c'est vrai que c'est jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelques noms de ces fascinés, de ces fous de l'objet et de l'effet justement de ces objets sur certaines évolutions. Adalbert de Beaumont et le rapport avec ces objets qui ont influé sur le progrès de l'art industriel du décor, en fait, hein. Oui, alors ça, c'est encore une autre dimension à travers la découverte de toute cette ornementation très riche du Caire. Il y avait l'idée qu'on pouvait renouveler aussi les arts décoratifs en Occident. Et en tout cas, ça a été beaucoup développé. Enfin, c'est une dimension importante aussi. Et il y a eu toute une production dans la céramique en particulier liée Oui, il y a d'ailleurs aux... plusieurs expositions au musée des Arts Déco qui a Oui, montré oui, ce absolument, lien, hein, ce lien, absolument. oui. Dans le verre aussi, il y a, Mm. les lampes de mosquée ont Mm. inspiré pas mal d'objets Mm. en verre, dans la marqueterie, dans le travail du bois. Oui. Quelqu'un comme Albert Goupil, qu'est-ce qu'il... Lui, c'est un collectionneur, hein. C'est aussi quelqu'un qui se fait construire un salon oriental avec des magnifiques tapis au mur. Et il est quand même, c'est un personnage très important pour le coup, lui, à Paris. Enfin, il va et vient entre le Caire et Paris, mais lui, il vit plutôt à Paris. Et c'est le fils d'un marchand d'estampes très important. Donc, il a été en relation à la fois avec les grands acheteurs américains, avec les peintres français. Donc, c'est un personnage assez pivot de cette histoire et qui a pu faire passer ce goût donc pour les monuments du Caire et pour les intérieurs cairotes en particulier. Cette architecture qu'on peut nommer, sans risque peut-être de trop se tromper, parce que c'est la partie qui a le plus fasciné néo-mamelouk, non? Oui, Hein, absolument. est devenue un peu internationale, puisque on a ces villas magnifiques néo-mamelouk, parfois des monuments officiels, au Caire bien sûr, mais on en trouve aussi à Paris et ailleurs en Europe. Oui, oui, C'est c'est un art qui a été un art et un goût qui a été transporté. oui, oui, dans les endroits souvent les plus inattendus, tout d'un coup, on peut avoir comme ça, oui, de l'architecture néo-mamelouk. Il faut dire que Cette idée du néo, elle est sous influence, elle est en lien avec Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, le rapport avec le Moyen Âge, comme à la fois conservateur, comme restaurateur et comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui ont promu ce néo, en tous les cas propre à la tradition occidentale cette fois. oui, il y a un parallèle. Il y a un parallèle. En France, on redécouvre l'architecture médiévale et effectivement, dès qu'on sort des frontières de l'Europe, on découvre que le Moyen Âge a été aussi très créateur dans d'autres cultures. Oui, oui, il y a absolument un parallèle. La différence peut-être, c'est que quand même, dans le goût européen pour le Moyen Âge européen, il y a cette dimension religieuse qui, à mon avis, est moins importante. En tout cas, j'ai pas l'impression que mes fous du Caire, ce qui enfin, c'est pas tellement le lien. Enfin, ils font pas tellement le lien entre islam et monument du Caire. C'est pas forcément ça qui les. Alors qu'en France, le lien est très fort quand même entre Moyen Âge et puis religiosité et chrétienté. On entre dans quelques antres de ces collectionneurs du Caire et on a parlé tout à l'heure de des villas, une des villas de Delors de Gléon, ce mécène des arts qui a été montré par ce tableau du peintre finlandais qui
a tiré avantage de l'hospitalité de Laure de Gléon, mais ce que vous nous montrez de l'hôtel Saint-Maurice est impressionnant. Oui, oui, ça c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Enfin, Il existe encore ? Alors, ce qu'on peut en voir aujourd'hui, ce qu'on peut en voir aujourd'hui... Parce que les photos sont vraiment époustouflantes. Oui, oui, non, c'est absolument magnifique. Là, c'est grandiose. Ce qu'on peut en voir... Qui en est l'architecte d'ailleurs ? Alors, c'est de nouveau toujours Ambroise Baudry et puis deux de ses nègres, oui, des gens qui grattaient chez lui. Donc la façade n'existe plus. La seule chose qui existe encore aujourd'hui dans les locaux de la chancellerie de l'ambassade de France au Caire, c'est donc cette énorme car. Donc cette salle noble, qui a été déplacée, qui a été déplacée plusieurs fois. Elle a été déplacée d'abord de son emplacement. L'emplacement originel de l'hôtel était où ? En plein centre-ville du Caire, à la place d'un immeuble qui s'appelle l'Immobilier. Ouais. Et donc près de, par rapport à Meydan Talat Harb, c'est où ? C'est Meydan Mustafa, entre Talat Harb et Mustafa Kamel. C'est au coin de la rue Shérif et de la rue Kasr el-Nil. Au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le downtown. Absolument, Ouest El Balad. Ouais. Et donc cette maison, ce énorme palais a été démonté en 1937 parce que, je veux dire, ça avait été racheté assez rapidement par l'ambassade de France qui a préféré donc vendre cet emplacement. C'est le grand salon qui a rejoint. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Sur les bords du Nil, l'autre rive à Gizeh. Absolument. Et ce grand salon donc a été remonté. Alors pas exactement, pas exactement dans la même. Il y a des choses. C'est pas tout à fait la même disposition, mais quand même c'est l'essentiel des pièces. L'esprit est là. Oui, et puis les pièces. Et donc c'est toute la boiserie. Oui, absolument. Et donc c'est un salon dont la plupart des éléments datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et puis les parois, les lambris de marbre sont aussi authentiques et ont été remontés. Et la lumière est absolument, c'est indescriptible. La lumière est magnifique. Et il y a cette coupole, alors qui elle, pour le coup, est une copie, parce que souvent, et alors ça c'est intéressant, souvent les grandes salles nobles du Caire perdaient leur partie centrale. Et donc il a dû, le Gaston de Saint-Maurice, qui a fait remonter cette salle noble, a dû fabriquer donc la partie centrale qui a été copiée d'un autre palais qui est la Moussafir Khana où était né le khedive Ismaïl. Qui existe encore non, elle a brûlé. Partie, non, elle a brûlé. Entièrement brûlé. Ce qu'on voit là donc n'est pas. Donc moi je l'ai vu en 75. Il a brûlé après. Oui, complètement, entièrement, il reste rien. Et c'est terrible. Ouais, c'est terrible. C'était un endroit étonnant. Magnifique, la Moussafir Khana. Et donc Moussafir Khana, c'est parce que ça accueillait des visiteurs et en particulier des peintres aussi. Il y a beaucoup de peintres qui sont passés par la Moussafir Khana. Et alors, dans ce hôtel particulier Saint-Maurice, quand on dit hôtel, il s'agit d'hôtel particulier, il ne s'agit pas d'hôtel pour touristes. Le salon des Cachemias qui est très impressionnant, là, il a été sauvé, non ? Non. Alors, salon des Cachemias, parce que ça a l'air d'être une verrière et l'intégralité des rideaux, c'est des pièces de cachemire. Oui. Eh non, c'est des... Quelle lumière, là. Quelle élégance. C'est des gens qui avaient le goût du luxe et... et puis chaque élément était étudié. Toutes les pièces en bois marqueté d'ivoire ou de nacre est impressionnant. Oui. Celles-là, la plupart ont été conservées et se trouvent maintenant à Giza. À l'ambassade, à l'actuelle ambassade, et de même que les plafonds. Évidemment, le patio, il faut l'oublier. J'imagine qu'il a disparu. Non, mais la face Eyan, donc le petit bassin central, lui, oui. Celui-là se retrouve maintenant dans une cour ouverte qui est accolée donc à la grande K dans la chancellerie à Giza. Mais pas les façades, les façades qui donnaient sur la cour intérieure. Non. Et toute cette rampe. Non, tout ça est parti. Avec des encorbellements impressionnants, là. Vous pensez que ça a été remployé quelque part ? Je sais pas. En tout cas, c'est parti chez les démolisseurs. Je sais pas. Allez savoir. L'autre maison, c'est cette maison-là qu'on voyait. Oui. Quelle façade, là aussi. Voilà. Et invisible de nos jours, j'imagine. On voit juste la partie centrale, on peut l'apercevoir quand on se trouve rue Chawarbi. Donc c'est de l'autre côté que se déploie le salon de pain. Oui, absolument. La maison Baudry, alors ? Démontée. Elle a été achetée par un antiquaire et remontée en face du Mina House, avenue des Pyramides.
Ah oui. Elle existe encore. Oui, oui. Et alors, l'autre personnage très très étonnant et qui était autodidacte, c'est Jules Bourgoin, né en 1838, mort en 1908, et puis qui a tellement travaillé sur l'arabesque, lui, non? Oui, il a passé quasiment Il a fait pratiquement le catalogue de toutes les arabesques possibles qui sont déjà, il s'agit de l'art de l'infini, non? Absolument. Donc, il a passé 40 ans de sa vie oui, à dessiner dans les monuments du Caire et à essayer de comprendre un peu la logique d'enfantement, d'engendrement de ces arabesques. Il a même essayé d'inventer une théorie de la graphique qui aurait été donc calquée sur un modèle linguistique. Enfin, il y a toutes sortes d'élucubrations. Et c'est quelqu'un qui avait un crayon, une main très sûre, et donc il y a des magnifiques dessins. Et il avait l'œil pour voir, pour apercevoir, en particulier dans les mosquées du Caire, le moindre petit détail. Il devait quand même s'y connaître pas mal parce que souvent il repère les inscriptions d'artisans en particulier. Hein. Il y a cette idée en général que l'architecture ou l'ornement islamique est anonyme. En fait, pas du tout. Loin de là, loin de là. La signature est massivement présente. Massivement présente sur toutes les pièces. Il suffit de lire. Il suffit de lire et de savoir où la trouver. Et ce qui est très intéressant dans les dessins... Alors c'est étonnant qu'elle soit en effet cachée. Elle n'a pas un lieu convenu. Non. Et il donc, faut faire effort pour la trouver. Et donc, Jules Bourgoin, là-dessus, était assez fort. Et donc, il arrive en général à repérer les signatures d'artisans. Il les recopie. Il a une manière de recopier l'arabe. Alors, est-ce qu'il le lit, est-ce qu'il ne le lit pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il savait trouver les signatures et les recopier, ce qui est assez fascinant. Et ces planches ont eu un effet considérable par la suite dans les écoles des beaux-arts. Ça a été très étudié. Et puis, on a un second temps, beaucoup plus tard, jusque même dans les années 1950, ça a inspiré nombre de passionnés d'art abstrait, en fait. Hein. Oui, absolument. Dans l'art abstrait moderne. Oui, ces théories de l'ornement, grammaire de l'ornement, même Kandinsky, apparemment, connaissait bien le travail de Bourgoin. Il faut dire que c'est réédité jusqu'à présent. Là, et oui. Et qu'il y a ça dans beaucoup de musées ou de monuments de l'Alcazar de Séville à l'Alhambra. Proposé aux touristes. Oui, absolument. C'est un travail très impressionnant. Là, on va parvenir à ce qu'il en est de Max Herz et Ahmed Zaki, le savant et l'amateur, dans ce rôle majeur de la recension des monuments, de la décision justement de trouver une juridiction patrimoniale pour la restauration, pour la préservation, et tout le débat aussi concernant la modernisation du Caire, où on était obligé de sacrifier des pans entiers. Je pense notamment à cette énorme percée la rue Mohamed Ali qui relie Sultan Hassan, ce monument magnifique du XIVe siècle, jusqu'à Ezbekiyeh. Oui. Dans ce dernier chapitre, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que ce goût du Caire ou ces fous du Caire n'étaient pas uniquement des Européens ou des Français, mais qu'il y avait aussi une résonance dans les élites locales, même si ce n'était pas forcément ni exactement le même positionnement. Et justement, dans ce débat entre Ahmed Zaki et Max Herz... Quels ont été les termes de ce débat, justement? Rappelez-le à nos éditeurs. Disons que Ahmed Zaki, en gros, dit le Caire, la vieille ville du Caire, c'est magnifique. D'ailleurs, bon, c'est intéressant, dans ses textes, il dit la ville, donc tout le monde est supposé comprendre que c'est le Caire. Bon, ça, c'est une petite chose amusante. Mais disons que pour lui, le Caire, c'est magnifique. Mais ce qui est important, c'est que l'esprit demeure, peut-être moins la lettre que l'esprit. Et qu'au fond, s'il faut détruire un monument, une mosquée, c'est pas très grave si on est capable d'avoir un art musulman nouveau, fidèle à l'inventivité, la créativité de l'art musulman classique. Donc lui, ce qui lui importe, c'est ça. Alors que Max Herz, en tant qu'architecte en chef... Rappelons qui il est. C'est un Hongrois. C'est un Hongrois juif qui a dirigé pendant... Une grosse monographie vient de paraître d'ailleurs sur lui, qui a été publiée par l'Institut français d'archéologie orientale. Oui, par
double volume. Oui, oui. Oui. Avec Par un compatriote à lui, je crois, oui, oui, hongrois. par un arabisant hongrois qui lui a dédié 10 ans de sa vie à retrouver les traces de Max Herz partout où il pouvait les trouver. Donc Max Herz est arrivé en Égypte un peu par hasard en 1880. On lui a proposé un travail au ministère des Waqf, donc l'administration des cultes, Qui s'occupe des voilà, mosquées, qui notamment. s'occupait des mosquées. des- Et puis finalement, de fil en aiguille, il est resté et il a eu assez rapidement un poste de responsabilité en tant qu'architecte en chef des monuments historiques donc de l'Égypte et en particulier donc les monuments du Caire. Et Architecte de formation lui-même. oui, Hein. architecte de formation. Mm. Et il a mis en place, en gros, tout ce qui est la politique de restauration moderne, avec des choses assez impressionnantes, d'autres qui peuvent être un peu plus discutées, mais c'est normal. Je veux dire, chaque fois qu'on fait de la restauration, forcément, il y a des choix qui sont faits. Donc, par exemple, il y avait certains dallages qui étaient dans des monuments qui étaient déclassés et dont il faisait des dallages pour d'autres. Donc il y a eu des déplacements de morceaux. Franchement, les déplacements ont existé de tout temps. Hein. Absolument. Souvenez-vous Oui, oui. de ce que dit Maqrizi dans ses Khitat, ce texte du XVe siècle, où il nous a parlé du déplacement justement du grand Porsche de Sultan Hassan pour le sultan de l'époque à Moaïd. Absolument. Et absolument. Ce déplacement est merveilleux parce que le Moaïd est une sublime mosquée qui invente et qui n'imite absolument pas Sultan Hassan. Et le grand Porsche de Sultan Hassan se trouve dans un tout autre contexte et qui le sublime tout autant. Et puis les chapiteaux byzantins, et puis les pierres de remploi de monuments de l'époque pharaonique. Oui, oui, moi, personnellement, mais ça ne me choque pas, mais disons que les puristes aujourd'hui pourraient... Il y a d'ailleurs des livres qui ont été écrits là-dessus, mais en tout cas, c'est anachronique, puisque à l'époque de Max Herz, il y a une réflexion quand même très, très fine qui a été... Max Herz, d'une manière délibérée. Je veux dire, Max Herz ne restaurait jamais un monument sans l'avoir complètement étudié, sans l'avoir étudié de manière à la fois historique, archéologique. Les archives impressionnantes dans cette monographie qui lui est consacrée. Absolument. Donc, alors, prenons un exemple. Je ne sais pas si vous l'avez suivi de près, l'exemple de sa restauration d'un des plus fameux monuments du Caire et probablement une des 5 ou 6 ou 10 plus belles mosquées de l'islam, de Cordoue jusqu'à Delhi, cette mosquée si ancienne du 9e siècle, Ibn Touloun. Et Ibn Touloun n'était plus d'une certaine manière consacré au culte au moment où... semblait vraiment à l'état d'abandon. Complètement, c'était même, ça a été un asile d'aliénés, ça a été un hôpital, enfin, il a eu toutes sortes de... Parce qu'aujourd'hui, quand on la voit, si c'est dû à Max Herz, je dis bravo Max Herz, oui, absolument. On entre dans une mosquée sublime. J'ai souvenir d'une visite avec... le fameux architecte Hassan Fathi, où il m'a dit « je vais vous faire une surprise ». Et il avait 75 ans à l'époque, le très grand architecte égyptien, celui qui voulait bâtir et réinventer à partir du vernaculaire. Et c'était un très grand mélomane, Hassan Fathi. Et il m'a apporté en pleine mosquée sa cassette, à l'époque c'était les cassettes, une fugue de Bach. Et il m'a dit « voilà, regardez comment cette fugue se réalise dans la pierre, se réalise architecturalement. Cette mosquée est une fugue de Bach. » Oui, c'est une mosquée, c'est vrai qu'elle est très impressionnante, c'est mosquée forteresse, hein, puisque c'est pas seulement une mosquée, c'est aussi vraiment... Cette répétition du même jusque dans l'infini, et par le jeu de l'ombre et de la lumière, ce même reçoit régulièrement quelque chose qui fait de lui, qui injecte en lui du différent. Max Herz a évidemment enlevé toutes les parties très très tardives qui avaient été construites au fur et à mesure dans l'édifice, et puis il a surtout restauré ces stucs ciselés absolument. C'est-à-dire toutes les claustras, du mur du fond. Oui, et puis surtout tous ces stucs ciselés sur les sur le pourtour des arcs. Oui, et ça c'est incroyable parce que c'est très 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 ancien. C'est vraiment une iconographie des formes qui sont très particulières, et il a fait ce travail. Et pareil, après avoir vraiment fait une étude archéologique du bâtiment. Comment avait-il traité le sol de cette énorme cour Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse savoir ce qu'il y avait au 9e siècle. En tout cas, lui avait fait le choix d'avoir que des chemins et pas effectivement... C'était très beau ces chemins, oui, parce que le rayonnage qui insistait plus sur la centralité de
ce bassin d'ablution qui est du XIVe siècle. Oui, postérieur, puisque effectivement il y a eu pas mal de. Et lui, il avait gardé cet élément-là, de même que d'autres éléments, oui. Est-ce qu'à l'époque, on avait pensé, envisagé de restaurer, dans les archives, avons-nous idée, la magnifique mosquée Al-Hakam qui était complètement en ruine et effondrée jusqu'à la toute dernière restauration très étrange, hein, très terriblement étrange des 20 dernières années, qui a été faite par, je crois, une secte ismaélienne. Oui, les Mohra, les Daoudi oui. La secte Mohra. concurrente de celle des sectateurs de l'Agacan, si je ne me trompe pas. Oui, tous les deux sont ismaéliens, mais Oui. c'est pas tout à fait le... Né de l'époque fatimide, c'est-à-dire 11e siècle, que les minarets, je crois, non? Oui, Oui. même un 10e siècle, je pense. Toute fin 10e, Oui. quoi, oui. Et donc, est-ce qu'on avait... oui, El Hakem... Je crois qu'elle tentait beaucoup Max Ernst, oui, oui, crois, non, oui. il y a eu des travaux faits. Il y a eu des travaux faits qui n'ont pas été réalisés, alors. Si, une partie quand même, hein, parce que la mosquée était dans un état terrible. Enfin, je veux dire, c'est une des plus ruinées du Caire. Elle servait de plus ou moins de camp En aux 75, Français. elle était quasi intégralement effondrée, mais on pouvait très aisément déterminer le plan. Oui, absolument. Non, Max Ernst a essayé de la consolider, en particulier. Il y a eu quand même des travaux de consolidation qui ont été faits. Ça a été un musée aussi. Ça a été le premier emplacement du musée d'art arabe. Donc toutes les pièces étaient amenées à la mosquée El Hakem. Et puis on a quand même réussi à consolider les minarets et les tours sur lesquels sont posés elle était les accolée à la muraille du Caire. À la muraille fatimide du Caire, entre les deux fameuses portes, la porte Bab Nasr et Bab Ftouh. Oui, oui, oui. Et puis, oui, après, elle a été, donc, à partir de 1977, pris en main par les Daoudi Bohra. Ils ont tout remis. Remarquez, l'espace reste très impressionnant, mais c'est très mal fait. C'est beaucoup de marbre, beaucoup de béton, Mais ça demeure un lieu de haute méditation, ça c'est vrai. Oui, hein. oui, Sa puissance est là. C'est un lieu puissant. L'autre grand chantier, le complexe Qalaoun. Oui, Qalaoun. Fin 13e, début 14e, très impressionnant complexe. Hein. Aussi. À la fois hôpital, médersa et puis le tombeau de Qalaoun lui-même. Oui, le seul qui reprend le plan du dôme du rocher de Jérusalem. Qalaoun, alors là, le choix qui a été fait a été de mettre une coupole en béton armé. Donc voilà, c'est aussi discutable aujourd'hui, mais à l'époque c'était... ça a été décidé après délibération Oui, oui. il y a eu discussion avec Ahmed Zeki pour cette affaire. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui a été décidé et c'est ce qui a été fait. Probablement qu'aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Un tout dernier mot, Mercedes Volé, avec Sefou du Caire, vous-même... Est-ce que vous participez à la préservation du patrimonial maintenant? Est-ce que vous estimez que l'institution de l'État égyptien et le peuple égyptien lui-même a conscience qu'il y a du patrimonial à préserver, que cette préservation est-elle bien faite? Les dernières restaurations, je sais que c'est un immense débat et que la plupart des étrangers qui sont dans l'exigence et selon les normes des restaurations telles que nous les connaissons en Europe, très souvent choqués par... la manière avec laquelle les Égyptiens restaurent. Bon, moi je serais plus normande, enfin où j'ai une position moins tranchée dans la mesure où je pense que ce qui est important c'est qu'il y ait des choses qui subsistent, hein. Même si c'est peut-être mal fait, même si c'est etc. Mais je pense quand même que l'essentiel c'est que les monuments soient consolidés, même si après il y a des choses à redire sur la restauration. Mais il faut être quand même conscient que tout ça coûte très cher. Et que voilà, on fait, les Égyptiens font avec les moyens du bord et le fonds qu'ils ont est tellement riche. Donc voilà, moi je trouve que quand même, quand on se promène aujourd'hui, quand on va à Bet Souheimi, c'est quand même cette rue qu'ils ont refait, c'est quand même assez agréable. Hein.
Merci, merci Mercedes Volé, auteure de ces Fous du Caire, elle-même peut-être folle du Caire, excentrique architecte et amateur d'art en Égypte. C'est paru aux éditions de l'Archange Minotaure, une édition qui date de l'automne 2009. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, chargé de production Dominique Compétissa, technique son Michel Mestre, la réalisation et la mise en onde a été due à François Connac.